Le sang coulait encore de mes veines quand j'ai ouvert les yeux, non pas sur les lumières aveuglantes de l'hôpital, mais sur le visage hypocrite de ma sœur aînée, Élise, penchée au-dessus de moi avec son sourire de faux semblant. J'étais morte empoisonnée par le champagne qu'elle m'avait servi lors de son propre mariage, 1 an plus tôt, pour m'exclure définitivement de la famille. Et pourtant, me voilà de retour, le cœur battant à nouveau dans cette poitrine que j'avais vue s'arrêter, le 15 juin 2024, sous les lustres étincelants du château de Versailles. La trahison n'était pas seulement un poison lent, c'était une vie entière d'exclusion, gravée dans chaque toast porté sans moi, chaque robe de demoiselle d'honneur que l'on avait refusée à ma peau trop tatouée, à mes amours trop libres pour leur catholicisme étouffant. Mais cette fois, je ne serai pas la brebis galeuse. Cette fois, je reviendrai pour le festin final. Paris, ville des amours impossibles et des vengeances éternelles, m'accueillit à nouveau comme une amante cruelle. J'avais 28 ans, le même âge que lors de ma chute, mais avec les cicatrices invisibles d'une mort préméditée. Le miroir de ma petite chambre de bonne, sous les toits du Marais, me renvoyait un reflet inchangé, cheveux noirs coupés courts, yeux verts perçants, un piercing au nez qui avait toujours fait frémir ma mère. Trop différente, disait-il. Trop queer pour leur dîner en ville, trop rebelle pour leurs alliances dorées. Élise, l'aînée parfaite, mariée à un banquier aux dents blanches, Claire, la cadette, fiancée à un politicien en herbe, et moi, Camille, la tache indélébile sur leur pédigré bourgeois. Le jour de ma renaissance, je me suis levé avec un plan qui mijotait déjà dans les recoins sombres de mon esprit ressuscité. J'avais vu l'avenir ou plutôt, je l'avais vécu jusqu'à son amertume finale. Élise m'avait invité à son mariage, non par amour, mais pour parader sa pitié devant les invités. Le champagne ? Un mélange subtil de somnifère et de quelque chose de plus mortel, glissé par ses soins pour me faire taire à jamais. J'avais découvert trop tard le secret qu'elle protégeait, notre père n'était pas le héros qu'il vénérait, mais un escroc qui avait ruiné des vies pour bâtir leur fortune. J'avais les preuves, des emails volés, des comptes offshore. Et Élise, pour le couvrir, avait choisi de m'effacer. Maintenant, je vivrais à l'envers. Mon propre mariage serait l'arme. J'allais épouser Léa, ma compagne depuis 2 ans, celle que la famille avait qualifiée de caprice passager lors de notre unique rencontre clandestine. Léa, avec ses boucles rousses et son rire qui faisait trembler les verres de bistrot, ignorait tout de ma mort passée. Pour elle, je n'étais que Camille, la graphiste freelance un peu tourmentée. Mais ce mariage ne serait pas une célébration d'amour pur, ce serait un théâtre de sang, un opéra de revanche où chaque note sonnerait le glas de leurs mensonges. Je commençais par les invitations. Des cartons noirs, bordés de rouge écarlate, envoyés par coursier spécial à l'adresse familiale de Neuilly-sur-Seine. Camille et Léa vous convitent à leur union, le 15 juin 2025, au cœur de Paris. Présence impérative pour sceller les liens éternels. Pas de RSVP poli, un ordre voilé. Ma mère appela la première, sa voix chevrotante filtrant à travers le haut-parleur, « Ma chérie, c'est une blague, n'est-ce pas? Un mariage. Avec une femme? Et cette date, pile 1 an après. » Je l'interrompis d'un rire froid, « Maman, c'est l'anniversaire de ma renaissance. Venez, ou regrettez-le à jamais. » Elle raccrocha, mais je savais qu'il viendrait. La curiosité, cette vipère, les rongerait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de préparatifs calculés. Je louai un hôtel particulier du XVIIIe siècle, rue de Rivoli, avec une salle de bal au miroir qui reflétait les âmes comme des masques brisés. Le traiteur? Un chef étoilé que j'avais convaincu avec une avance généreuse payée par les économies de ma vie précédente, celle que j'avais cachée sous un faux nom. Les fleurs, des roses noires, importées d'Italie, symbole de deuil et de passion interdite. Et la robe? Pour moi, une création d'un designer queer de Belleville, en soie pourpre, fendue jusqu'à la hanche, brodée de motifs de serpents enroulés, un clin d'œil à la trahison qui m'avait tué. Léa, innocente dans cette toile, me serrait contre elle chaque soir, murmurant « C'est notre jour, Camille. Oublie ta famille, ils ne méritent pas ton ombre. » Si seulement elle savait. J'avais prévu de lui révéler tout, au dernier moment, pour qu'elle devienne ma complice involontaire. Mais pour l'instant, je la protégeais de l'orage que j'allais déchaîner. Élise fut la seconde à craquer. Elle débarqua un après-midi pluvieux, son tailleur Chanel trempé, les yeux rougis par une panique qu'elle masquait mal. « Camille, qu'est-ce que tu fabriques? Un mariage? Avec cette fille? Papa est furieux. Il dit que tu salis le nom de famille. » Je la fis entrer,
lui offrant un thé empoisonné de souvenirs non, juste du Darjeeling ordinaire, mais avec un zeste d'ironie. Assise dans mon atelier encombré de croquis et de toiles inachevées, je la regardais droit dans les yeux. Et toi, Élise? Tu te souviens de ce champagne, l'an dernier? Si doux, si fatal. Son visage blêmi, une fissure dans son armure de porcelaine. De quoi parles-tu? Tu étais ivre, tu as fait une crise. Je sortis mon téléphone, y affichant une capture d'écran, l'analyse toxicologique que j'avais obtenue post-mortem, dans l'au-delà de mes souvenirs. Du cyanure, Élise. Ton cadeau d'adieu. Elle se leva d'un bond, renversant la tasse. C'est absurde. Tu délires. Si tu oses. Sa voix se brisa, révélant la fêlure. Elle savait. Et je sus alors que le piège se refermait. Viens au mariage, grande sœur. Il y aura des toasts. Et des vérités. Elle partit en trombe, mais pas avant que je ne voie les larmes couler au pas de remords, mais de peur. Les jours s'écoulèrent comme un conte à rebours funèbre. Claire, la cadette, envoya un message laconique, félicitations. Je viendrai pour papa. Notre père, le patriarche, le grand Henri Duval, magnate de l'immobilier, m'appela personnellement. Sa voix, grave et autoritaire, résonna comme un verdict. Camille, cette mascarade s'arrête maintenant. Tu n'es pas faite pour le bonheur, tu es notre erreur. Annule, et nous pourrons oublier. Oublier? Le mot me fit rire, un rire qui monta des abysses de ma tombe fraîche. Père, j'ai déjà oublié la mort. Venez voir comment on ressuscite une famille. La veille du grand jour, je me tins seul sur le pont des Arts, les cadenas d'amour cadenassés autour de moi comme des chaînes brisées. Paris bruissait sous la pluie fine, les lumières de la scène dansant comme des spectres. J'avais tout orchestré, un vidéaste discret pour capturer chaque regard fuyant, chaque murmure étouffé. Un notaire ami, prêt à lire un testament revisité ou le mien, incluant les preuves du larcin paternel. Et Léa? Elle porterait une robe blanche immaculée, contrastant avec mon pourpre vengeur, ignorant que notre union serait le bûcher de leurs illusions. Le matin du 15 juin 2025, je me réveillais avec le goût du poison sur la langue, un fantôme, rien de plus. Léa dormait encore, paisible, et pour un instant, je faillis tout avouer. Mais non. La vengeance n'était pas pour les faibles de cœur. C'était pour celles qui renaissent des cendres, prêtes à incendier le monde. La cérémonie commença sous un ciel de plomb, comme si les dieux parisiens eux-mêmes pleuraient l'hypocrisie à venir. L'autel particulier, avec ses colonnes corinthiennes et ses lustres en cristal taillé, vibrait d'une tension palpable dès l'arrivée des premiers invités. Des cousins éloignés, des oncles aux cigares éternels, des tantes parées de perles comme des armures, tous venus par curiosité malsaine, chuchotant dans les couloirs lambrissés, Camille. Mariée? Avec une femme? Et cette date maudite? Je les observais depuis l'étage supérieur, cachés derrière les rideaux de velours, mon cœur se traître ressuscité au battant un rythme de valse macabre. Léa descendit l'escalier en premier, radieuse dans sa robe fluide qui cascadait comme une cascade de soie. Ses boucles rousses capturaient la lumière tamisée, et son sourire était un phare dans cette mer de faux-semblants. Elle ne savait pas encore que j'avais glissé dans la poche de sa veste un dossier scellé, l'épreuve de la trahison familiale, à ouvrir au toast final. Pour nous protéger, lui avais-je dit la nuit précédente, un mensonge enveloppé de baisers. Elle me chercha des yeux, et quand nos regards se croisèrent, je descendis à mon tour, ma robe pourpre traînant comme une traînée de sang sur les marches de marbre. Les vœux furent prononcés dans la chapelle attenante, un espace exigu aux vitraux filtrant des éclats de couleur sur nos visages. Le prêtre, un ami progressiste que j'avais choisi pour sa discrétion, nous unit avec des mots simples, dans l'amour, il n'y a pas de chaîne, seulement des ailes. Léa jura fidélité avec une voix tremblante d'émotion pure, moi, je jurai en silence une autre fidélité à la justice que j'allais déverser. Ma famille était là, au premier rang, figée comme des statues de cire, ma mère, les mains crispées sur son missel, mon père, le menton haut, feignant l'indifférence, Élise, pâle comme un linceul, évitant mon regard, Claire, tapotant son téléphone, probablement en train de Twitter sa solidarité forcée. Le banquet suivit dans la salle de bal, un opéra de cristal et d'argenterie où les serveurs glissaient comme des ombres, versant du champagne du vrai, cette fois, pétillant de promesses non tenues. Je portai le premier toast, levant mon verre vers eux, à la famille, qui nous apprend que l'exclusion forge les liens les plus forts. Et à l'amour, qui guérit les poisons les plus amers. Des rires forcés fusèrent,
mais Élise toussa, son verre tremblant. Léa, à mes côtés, serra ma main, murmurant « C'est parfait, mon amour. » Parfait? Attends la symphonie. Le dîner s'étira en plats raffinés, foie gras truffé, magret de canard aux figues, fromages affinés qui fondaient sur la langue comme des secrets trop longtemps tus. Les conversations étaient des mines, piégées de silence. Mon oncle Bernard, ce pilier de la bourgeoisie, osa, Camille, ma nièce, tu as toujours été original. Mais ça? C'est du courage, ou de la provocation? Je souris, tranchant ma viande avec précision, de la résurrection, oncle. Vous devriez essayer, un jour. Il rougit, changeant de sujet vers les cours de la bourse ou ironie, puisque c'était là que père avait volé des fortunes entières. C'est alors que le premier acte de ma vengeance se joua. Le vidéaste, un jeune artiste queer que j'avais briefé en termes voilés, projeta un montage sur l'écran géant, des photos de familles anciennes, idylliques mariage, baptême, Noël au coin du feu. Mais intercalés, des ombres, moi, enfant, exclu des jeux pour mon caractère trop vif, adolescente, renvoyé d'un dîner pour avoir défendu les droits des migrants, adultes, banni des fiançailles d'Élise parce que j'avais osé embrasser une femme en public. Les invités se figèrent, les fourchettes suspendues. Ma mère étouffa un sanglot, Camille, arrête ça. C'est notre jour à tous. Non, mère. C'est mon jour. Le seul que vous m'avez laissé. Élise se leva, son visage un masque craquelé. C'est ridicule. Tu dramatises, comme toujours. Je me tournai vers elle, le regard d'acier, dramatisé. Comme ton champagne, Élise. Celui qui m'a envoyé dans le noir, un an jour pour jour. Un murmure s'éleva, un vent de scandale. Père abattit son poing sur la table, assez. Tu es folle, Camille. Rentrons. Mais les portes étaient verrouillées à un détail que j'avais arrangé avec le majordome. Pas d'échappatoire. Pas cette fois. Léa, sentant la tempête, me toucha le bras. Qu'est-ce qui se passe, Camille? Explique-moi. Bientôt, ma chérie. Bientôt. Le dessert arriva, une pièce montée infernale, un Eiffel Tower en sucre filé, couronné de roses noires. Et avec lui, le second toast. Je montai sur l'estrade, micro en main, la voix amplifiée résonnant comme un glas, chers invités, chers bourreaux déguisés en parents. Aujourd'hui, je ne me marie pas seulement à Léa. Je me marie à la vérité. Celle que vous avez enterrée avec moi. Le notaire entra alors, un homme sec en costume gris, portant une mallette comme un cercueil miniature. Il déplia les documents, les emails de père, négociant des pots de vin avec des promoteurs véreux, les transferts bancaires vers des paradis fiscaux, et le clou, la confession d'Élise, enregistrée dans mes souvenirs post-mortem, où elle admettait le poison pour protéger l'honneur familial. Je l'avais recréé via un deepfake subtil, basé sur ses propres mots volés. Henri Duval, vous avez ruiné des familles entières pour bâtir la vôtre. Et Élise, vous avez comploté mon meurtre pour couvrir ses traces. Moi? J'étais trop différente pour vivre. Mais pas pour revenir. Le chaos explosa. Assiettes volèrent, cris fusèrent. Père bondit, rouge de fureur, mensonge. Tu es une traîtresse. Mais le vidéaste bascula sur des preuves irréfutables, captures d'écran, témoignages anonymes de victimes. Les invités, ses complices passifs, se dispersèrent en murmures horrifiés, téléphone sorti pour immortaliser le scandale. Élise s'effondra en larmes, hurlant « Tu étais censé disparaître. Pour nous sauver. » Claire, la silencieuse, se leva enfin, « Papa. C'est vrai ?» Un aveu muet dans son regard fuyant. Léa, le dossier en main, lut à voix haute les détails les plus sordides. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de la confusion à la compréhension. Camille. Tu es morte? Et tu as planifié ça? Je hochai la tête, le cœur serré, pour nous, Léa. Pour que plus jamais on ne nous brise. Elle hésita, puis serra ma main plus fort. Dans ce geste, je vis ma rédemption ou du moins, un début. La police arriva peu après, appelée par un invité paniqué. Père et Élise furent menottés sous les lustres, leurs masques tombant comme des feuilles mortes. Ma mère, brisée, murmura « Pourquoi, ma fille? Pourquoi nous détruire? » Parce que vous m'avez détruite d'abord, pensai-je. À voix haute, pour renaître, il faut d'abord mourir. Et pour aimer, il faut d'abord haïr.
La nuit tomba sur Paris comme un voile de deuil, les sirènes hurlant dans les rues étroites tandis que les menottes cliquetaient sur les poignets de mon père et d'Élise. La salle de bal, autrefois un écrin de luxe, n'était plus qu'un champ de bataille, tables renversées, champagne renversé formant des flaques miroitantes comme des larmes non versées, roses noires piétinées sous les talons des fuyards. Les invités, ces fantômes de la haute société, s'égaillaient vers les sorties de service, leurs robes de soirée tachées de scandale, téléphones greffés aux oreilles pour diffuser les vidéos en direct, mariage meurtre, Duval trahison ou les hashtags naissaient déjà, empoisonnant leur réputation plus sûrement que n'importe quelle cyanure. Léa et moi restâmes au centre de ce vortex, assises sur l'estrade, nos robes entremêlées comme des serpents enlacés. Elle me regardait avec un mélange d'horreur et d'admiration, ses boucles rousses défaites par le vent de la tempête. Camille. Comment? Tu es revenu d'entre les morts? Et tout ça. Pour eux. Sa voix tremblait, non de peur, mais d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue. Je pris sa main, sentant la chaleur de sa peau contre la froideur de mes souvenirs. Pas pour eux, mon amour. Pour nous. Pour que notre amour ne soit plus une ombre dans leur lumière volée. J'ai vu l'enfer, Léa. Et j'en suis revenu pour te protéger. Elle se blottit contre moi, et pour la première fois depuis ma renaissance, je sentis des larmes les miennes couler. Pas de rage, mais de soulagement. Le notaire, fidèle allié, rangea ses papiers avec un hochement de tête discret, les autorités ont tout. Procès en vue. Vous avez été. Magistrale, mademoiselle Duval. Magistrale? Un mot si français, si théâtral. Oui, j'avais orchestré un opéra wagnérien de revanche, avec Paris pour scène et la scène pour orchestre muet. Dehors, les flashs des paparazzi illuminaient la nuit comme des éclairs. La presse, cette meute affamée, avait flairé le sang noble. Le scandale Duval, un mariage turn empoisonné, titrait déjà les sites d'infos en ligne. Mon téléphone vibrait sans relâche, appels de journalistes, messages de cousins effarés, même un texto de Claire, je savais pour papa, mais pas pour Élise. Pardonne-moi. Je témoignerai. Claire, la muette complice. Son aveu tardif était un baume, minuscule, sur les plaies de mon âme. Ma mère, seule rescapée de la lignée, s'approcha alors, titubante sur ses escarpins usés. Ses perles, symboles de leur fortune illicite, semblaient alourdies par le poids des ans. Camille. Ma petite. Que as-tu fait? Henri est ruiné, Élise en cellule. Et moi? Je suis une veuve avant l'heure. Elle s'effondra à nos pieds, non en colère, mais en une reddition totale. Je la regardais, cette femme qui m'avait élevé dans l'ombre de leurs attentes, qui avait fermé les yeux sur les mensonges pour préserver le vernis social. Maman, j'ai fait ce que tu n'as pas osé, j'ai brisé les chaînes. Rejoins-nous, ou reste dans les décombres. Elle pleura longtemps, ses sanglots se mêlant au bruit distant des sirènes. Léa, généreuse comme toujours, lui offrit un mouchoir, venez, madame. L'amour n'exclut personne. Ma mère leva les yeux, surprise par cette main tendue la première depuis des lustres. Elle la prit, hésitante, et murmura, J'ai serré. Pour toi, Camille. Ma fille trop différente. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire et médiatique, un cyclone qui balaya les vestiges de notre nom. Père fut inculpé pour fraude et blanchiment, ses empires immobiliers saisis des tours de verre à la défense tombant comme des châteaux de cartes. Élise, accusée de tentative de meurtre, plaida la folie, mais les preuves étaient accablantes, analyse toxicologique, enregistrement falsifié ou non, son propre journal intime que j'avais découvert dans mes visions post-mortem. Le procès s'ouvrit au palais de justice de Paris, une arène de marbre froid où les avocats s'affrontaient comme des duellistes. Je témoignai la première, vêtue d'un tailleur noir austère, face à la cour bondée de journalistes. Votre honneur, j'étais morte. Empoisonnée par ma propre sœur pour couvrir les crimes de mon père. Mais le destin ou la justice divine m'a ramené. Ce mariage n'était pas une union, c'était un jugement. Les flashs crépitèrent, les murmures s'élevèrent. Élise, menottée à la barre, me foudroya du regard, menteuse. Tu as toujours voulu nous détruire, avec tes idées tordues, tes amours contre nature. Contre nature? Le juge tapa du marteau, silence. Madame Duval, votre bigoterie n'excuse pas le meurtre. Léa assista à chaque audience, sa présence un ancrage dans la folie. Entre deux séances, nous marchions le long de la scène, main dans la main, évitant les regards curieux.
Et si c'était trop, Camille? Si la vengeance nous a changés, me demanda-t-elle un soir, sous les arches du Pont-Neuf. Je m'arrêtai, la tournant vers moi, peut-être. Mais regarde-nous, vivantes, libres. Enchaînés à leurs mensonges. Elle sourit, un sourire teinté de tristesse, alors, rendons notre lune de miel inoubliable. Pas de poison, cette fois. Juste nous. Claire devint une alliée inattendue. Libérée des chaînes paternelles, elle rompit ses fiançailles avec le politicien à un pantin du même moule et fonda une association pour les victimes de fraude familiale. Tu m'as ouvert les yeux, grande sœur, me dit-elle lors d'une visite au tribunal. J'étais aveugle, comme eux. Mais toi. Tu es une tempête. Une tempête. Oui, et Paris adorait les orages. Pourtant, les nuits étaient hantées. Dans mes rêves, je revivais la mort, le goût âcre du champagne, la vue brouillée d'Élise riant au loin, le sol se ruant vers moi. Je me réveillais en sueur, serrant Léa comme un talisman. C'est fini, murmurait-elle. Vraiment? La vengeance avait un prix, l'âme marquée, les relations fracturées. Ma mère, en thérapie désormais, m'envoyait des lettres tremblantes, je regrette chaque exclusion, chaque mot dur. Laisse-moi racheter. Racheter? Le temps le dirait. Le verdict tomba un mois plus tard, 20 ans pour père, 15 pour Élise, avec thérapie obligatoire. La famille Duval, jadis intouchable, était pulvérisée. Les journaux titraient « La mariée vengeresse, comment Camille Duval a sauvé Paris de ses propres ombres ». Sauvé? Ironique. J'avais sauvé moi-même, peut-être. L'après-procès fut un étrange interlude de reconstruction, comme si Paris elle-même, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés éternels, conspirait à guérir les plaies que j'avais rouvertes. Léa et moi nous installâmes dans un appartement plus grand, près du canal Saint-Martin, avec vue sur les péniches paresseuses et les artistes de rue qui peignaient des graffitis de révolte. Notre nid, l'appelait-elle, décoré de toiles abstraites mes créations, nées de la rage ressuscitée. Chaque coup de pinceau était un exorcisme, rouge pour le sang versé, noir pour les mensonges enterrés, or pour l'amour qui avait survécu. Les médias, après le festin initial, se muèrent en une curiosité persistante. Invitation à des talk-shows sur France 2, interview pour Le Monde où l'on me qualifiait de femme fatale de la justice. Je refusais la plupart, mais acceptais une avec Léa pour un podcast queer, de la mort à la délivrance, une histoire d'amour et de revanche. Assise dans un studio cosy du quartier latin, microphone tendu comme des épées, nous racontâmes édulcoré pour elle, cru pour moi. J'étais exclu parce que j'aimais différemment, dis-je. Ils m'ont tué pour ça. Mais l'amour vrai ressuscite. Léa ajouta, sa voix douce, et la vengeance? C'était ton droit, Camille. Mais maintenant, vivons sans chaîne. Ma mère s'installa près de nous, dans un petit 2 pièces que je payais avec les dommages et intérêts du procès. L'ironie du sort, la fortune paternelle ruisselait enfin vers la brebis galeuse. Elle apprenait, lentement, des dîners où elle posait des questions sur Léa sans jugement, des visites à des associations LGBTQ+, où elle distribuait des tracts maladroits. Je veux comprendre, ma fille. Ce que j'ai raté. Comprendre? C'était un début. Un soir, autour d'un vin de Bordeaux, elle avoua, ton père. Il m'avait promis la lune. Mais c'était du verre pilé. Et Élise, elle suivait ses traces, jalouse de ta liberté. Liberté. Le mot résonna comme un toast tardif. Claire, libérée elle aussi, devint ma confidente. Nous nous retrouvions au Père-Lachaise, errant entre les tombes de Molière et Proust, ces géants français de la trahison et du désir. J'ai brûlé ma robe de mariée, me confia-t-elle un jour, riant amèrement. Et mon fiancé? Un lâche qui a fui le scandale. Merci, Camille. Tu m'as sauvé d'une vie en cage. Nous parlions des heures, tissant un lien sororal neuf, forgé dans les débris. Elle m'aida même à écrire un livre, Ressuscité, une vengeance parisienne. Best-seller instantané, naturellement la France adore ses drames familiaux. Mais la vengeance n'était pas sans ombre. Élise m'écrivit de prison, des lettres rageuses au début, tu m'as volé ma vie, monstre. Tes amours déviantes nous ont tous maudits. Puis, plus tard, des mots brisés, j'avais peur. Papa me forçait à le protéger. Le poison. C'était une erreur. Pardonne-moi. Pardon? Je brûlais les lettres, mais pas sans un pincement. La sœur que j'avais aimée, autrefois,
avant les exclusions, avant les toasts empoisonnés. Père, lui, resta silencieux, son orgueil un rempart plus solide que les barreaux. Léa et moi voyageâmes pour notre lune de miel différée, Provence, avec ses champs de lavande violets comme des échymoses guéris. Là, sous un ciel étoilé, je lui racontai tout, la mort réelle, les visions, le plan ourdi dans l'au-delà. Elle écouta, immobile, puis, tu es une sorcière, Camille. Ma sorcière. Nous fîmes l'amour ce soir-là, avec une urgence nouvelle, comme si chaque caresse effaçait une cicatrice. Pas de plus de secret, promit-elle. Jamais. De retour à Paris, la vie s'installa en rythme, mon atelier florissait avec des commandes pour des couvertures de livres militants, Léa ouvrait un café queer dans le Marais, un havre pour les trop différents. Ma mère vint à l'inauguration, fière maladroite, servant des croissants avec un tablier floqué, amour sans frontières. Claire anima le premier atelier, comment briser les chaînes familiales. Et moi? Je peignais, encore et toujours, transformant la douleur en art. Pourtant, un soir d'automne, alors que les feuilles rougissaient les trottoirs, un appel anonyme brisa l'idylle. Camille Duval? Votre père veut vous voir. Dernière volonté. En prison? Je raccrochai, le cœur noué. Léa insista, va. Clôture le chapitre. J'y allais seul, traversant les couloirs froids du Fresne, où les échos des pas sonnaient comme des regrets. Père était vieilli, ridé comme un parchemin ancien, les yeux caves. Fille. Tu as gagné. Tout perdu pour moi. Sa voix, brisée, implorait. Pourquoi, papa? Les vols, les mensonges. Et Élise? Il baissa la tête, pour vous protéger. La pauvreté nous aurait tués. Élise. Elle voulait juste imiter mon courage. Point. Courage? Je ris, amer, c'était de la lâcheté. Et moi, trop différente, j'étais le bouc émissaire. Il tendit une main tremblante, pardonne. Laisse-moi partir en paix. Je la repoussai, la paix? Gagne-la toi-même. Je partis sans un regard en arrière, mais avec une fissure en moi où la vengeance totale est un poison lent. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la ville en un conte de fées cruels où les lumières de Noël scintillaient comme des mensonges festifs. Mon père mourut 2 mois plus tard, d'une crise cardiaque en cellule ou un twist ironique, le cœur qui lâche là où le poison avait échoué. Élise, informée, sombra dans une dépression qui la rendit éligible à une libération conditionnelle, mais sous surveillance stricte. Elle m'écrivit une dernière fois, je rentre. Pas pour haïr, mais pour réparer. Si tu le permets. Réparer? Le mot flottait, tentant, mais je ne répondis pas. Pas encore. Léa et moi célébrâmes Noël dans notre café bondé, entourés d'amis nouveaux, des âmes trop différentes comme nous, trans, bi, non-binaires, tous unis dans un chaos joyeux de rire et de vin chaud. Ma mère, transformée, prépara un bûche de Noël aux accents provençaux, ses mains tremblantes versant du chocolat comme des excuses liquides. Claire arriva avec un cadeau inattendu, un album photo restauré, où j'occupais enfin une place centrale, pas en marge. Pour le futur, dit-elle. Le futur. Un concept que j'avais presque oublié dans ma boucle de revanche. Au printemps, le twist final se révéla, non pas en drame, mais en renaissance douce. Élise réapparut un matin, amaigrie, les yeux hantés, sur le seuil de notre appartement. Camille. Je suis sorti. Et je sais pour ton retour. Les journaux parlent de miracles. Mais c'était plus, n'est-ce pas? Elle avait lu mon livre, fouillé les lignes pour la vérité cachée. Je la fis entrer, Léa en retrait, protectrice. Oui. J'ai vu la mort. Et j'ai choisi la vie. La tienne? Élise pleura, avouant tout, la pression paternelle, la jalousie de ma liberté, le poison comme un cri désespéré. Je te détestais parce que tu vivais ce que je n'osais pas, l'amour vrai, sans masque. Nous parlâmes des heures, un dialogue en pointillés de pardon et de douleur. Pas de réconciliation instantanée, ça serait trop hollywoodien pour Paris. Mais un début, elle s'installa chez ma mère, cherchant un travail en aide sociale, transformant sa culpabilité en action. Pour les exclus comme toi. Comme nous, murmura-t-elle. Nous. Le mot guérit plus que n'importe quel verdict. Léa et moi, nous eûmes notre propre twist, 1 an après le mariage, une grossesse surprise donneuse à un enfant, fruit de notre amour rebelle.
trop différent? Absolument. Nous l'élevâmes dans les rues du Marais, lui racontant des histoires de résurrection et de mariages inoubliables, où la revanche cède la place à la joie. Des années plus tard, lors d'un dîner familial recomposé Homer, Claire, Élise, Léa, l'enfant et moi, je levai mon verre, sans poison cette fois, à nous, les trop différents. Qui avons rendu l'impossible inoubliable. Les rires fusèrent, vrai, et Paris, dehors, applaudit en silence. Car dans cette ville d'amour et de haines éternelles, la vraie vengeance n'est pas la destruction, mais la survie flamboyante. J'avais été exclu, trahi, tué. Mais je m'étais marié à la vie elle-même. Et ça, famille, c'était le plus beau des twists.